Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle journée. Effectivement, on va vous expliquer un petit peu parce que du coup, hier soir, je me suis dit, tiens, je suis honnête avec vous, d'habitude, les éducateurs, c'est jamais content, c'est toujours en colère, et là, je vous ai trouvé beaucoup trop calme. Donc, bon, je sais aussi que vous avez aussi des impératifs personnels, voilà, vous êtes aussi dans d'autres dynamiques, mais du coup, je me suis dit, bon, j'aimerais bien un peu plus... Voilà, on aimerait bien vous entendre un peu plus, dialoguer un peu plus. Du coup, on va vous distribuer des cartons de couleurs, des rouges et des verts. Au-delà de la symbolique des couleurs, c'est plutôt pour avoir un peu votre avis un peu en temps réel, si on a des questions à vous poser, pour avoir votre retour. Donc à chaque question, vous verrez carton rouge, carton vert, ce que vous avez envie de lever. Vous avez aussi le droit de faire la double option rouge et vert si la réponse est oui ou non et non. Donc c'est pour vous entendre, pour vous faire participer et au moins vous voir si on n'a pas l'occasion d'entendre le son de votre voix. Est-ce que tout le monde a ses cartons pour participer? Carton rouge et carton vert. Voilà. On va commencer petit test avec les cartons. Petit test par rapport au film sur Théâtre Chappie. Est-ce que le film vous a touché? Si le film vous a touché, carton vert. Si le film ne vous a pas touché, carton rouge. Ok, c'est une majorité écrasante. Deuxième petite question, on continue de tester. Est-ce qu'il y a des choses dans ce film qui vous ont mis en colère? Si oui, carton rouge. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui a levé un carton rouge voudrait bien nous dire en 2 mots ce qui l'a mis en colère? Quelque chose qui vous a fait réagir? Les cages? Les cages. Ouais. Les cages et qu'on enferme quelqu'un pendant 14 ans comme un chien et qu'on lui dise que sa sœur est morte par interphone. C'est fou, c'est incroyable, effectivement. Il y a aussi le quantum des peines quand ils sont mineurs. Un peu dans la même veine que Louise, mais le fait de mettre des peines aussi longues et lourdes pour des mineurs. Et aussi le fait qu'on a l'impression qu'ils ont intégré un discours très... méritocrate inversé où j'ai mérité ça, j'ai mérité d'être dans les cages, même si dans l'évolution de leur discours, par exemple celui qui dit que j'ai mérité d'aller dans les cages, ensuite il dit que c'était quand même très déshumanisant et on voit qu'il n'adhère pas à 100% à ce qu'on a dû lui rentrer un peu dans le crâne, mais ça met un peu en colère de voir que même eux, on a réussi à leur faire dire qu'ils méritaient le traitement qu'on leur réserve. Mais ils savent en gros qu'il faut jouer le jeu de dire je l'ai mérité pour avoir une chance que le dossier soit mieux évalué. En gros, on voit bien qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, même si l'humain au fond dit quand même, c'est quand même pas au top quoi. Et la maman aussi qui dit que, je sais pas si ça me met en colère, mais j'ai pas très bien compris. On voit qu'elle souffre énormément de la durée d'incarcération de son fils et du fait de pas pouvoir le voir, mais elle dit quand même qu'elle croit que les gens... qu'elle croit quand même dans le système de la prison et il n'y a pas trop de remise en cause du système carcéral américain, états-unien. Et voilà. Il y a aussi que je pense que Dame, elle sait qu'elle est filmée et que... je pense qu'il y a des choses comme ça aussi que si tu mets encore plus, je pense, dans ces temps un peu incertains, quand tu dis que tu n'es pas complètement d'accord avec ce que l'État fait... Quand tu sais que ton fils, ses conditions de sortie peuvent dépendre, tu vas peut-être pas trop te hasarder, à trop critiquer. Moi, j'ai pas tout à fait la même position sur ce. Je pense pas que ce soit stratégique. Je pense que la prison et la punition est tellement intégrée dans notre imaginaire en France, mais dans l'imaginaire américain aussi, évidemment, à travers un rapport à la religion, etc., que d'une certaine manière, je pense que c'est même pas possible d'envisager un autre rapport à la réparation ou que la punition et que la prison.
Et ça, c'est quelque chose que le film documente d'une certaine manière, malgré lui, on pourrait dire. Alors, je parle en terrain hostile parce que j'ai beaucoup de réserves sur le film et assez structurel, disons, pour voilà, à beaucoup d'endroits. Mais l'une des choses que le film ne fait pas ou ne fait qu'en passant d'une certaine manière, c'est effectivement évoquer le système carcéral américain comme élément structurel de la société. Au tout début, il y a quelques informations, quelques cartons, un pourcentage donc de 20% des prisonniers du monde qui sont emprisonnés aux États-Unis, si je me souviens bien. Je suis arrivé un peu en retard, donc j'ai raté le début. Et finalement, ça c'est pas quelque chose qui est interrogé. Or, on sait que la prison, c'est aussi une industrie, que ça fait vivre des entreprises privées, que c'est de la main-d'œuvre pas chère, etc., etc. Et ici, l'emprisonnement, donc il y a même une forme de néo-esclavagisme qui dit pas son nom. Puisque c'est quand même essentiellement, même si là il y a tout un parcours de néo-nazis résilients, c'est quand même des populations racisées qui sont essentiellement en prison aux États-Unis. Et finalement, cette dimension-là n'est pas du tout évoquée dans le film, et ce qu'on va nous montrer, c'est quand même plutôt une belle histoire. C'est-à-dire comment ces gens-là, par un miracle qu'on peut pas tout à fait nommer, qu'on peut pas tout à fait décrire, en partie, mais pas seulement par l'intervention miraculeuse de JR, comment ces gens-là retrouvent la voie, retrouvent la lumière. Donc il y a ça, c'est un des points de critique que je ferai sur le film, c'est que finalement disons une approche documentaire, vraiment documentaire, structurelle de ce qu'est la prison est complètement évacuée après un carton de statistiques, et finalement on entre dans des trajectoires individuelles et des parcours assez, comment dire, édifiants. Bon, le dernier plan du film, c'est quand même un ancien néo-nazi qui entre dans l'eau du baptême, qui s'avance vers l'horizon. Bon, on est quand même dans une imagerie religieuse assez appuyée. Voilà, donc il y a un truc quand même qui est à la fois le sujet du film, comment quelqu'un peut changer en prison. Est-ce que la prison change les gens? Est-ce qu'elle les change dans le bon sens? Qui n'est pas vraiment abordé, disons, dans le dur. On en reste à l'idée un peu quand même d'une sorte d'intervention miraculeuse, à mon avis. Alors, on a une question? Moi, je veux réagir à ça. Effectivement, justement, ce qui m'intéresse, c'est que, est-ce que c'est pas le propre du cinéma documentaire, quand il s'agit de cinéma et non pas juste d'information, de choisir un point de vue? Et là, le point de vue de JR n'est pas de documenter la prison, le fonctionnement de la prison. Le point de vue de JR, il est très clair, en effet, c'est de montrer un processus qui va vers la lumière, du trou, la photo du trou, vers la lumière, et des individus qui vont dans ce processus. Alors certes, ça fait conte de fées, voilà, certes, mais c'est un choix, voilà, c'est un choix artistique d'un réalisateur de filmer cette histoire-là à ce moment-là. Voilà. Ouais. Je voulais juste sur un angle. Alors, je vais reprendre un peu l'angle psycho. Aussi, pour une petite précision, la résilience post-délinquance, on appelle ça la désistance. C'est un terme plus particulier. Et là, on voit bien ces parcours de désistance qui... bon, j'ai repris mes petites notes, mais effectivement, les facteurs de protection, parce que c'est peut-être pas que miraculeux non plus, on voit bien qu'il y a l'idée d'à nouveau que la personne peut s'appuyer sur des ressources propres, qui est aussi l'estime d'elle-même, la capacité de communication. Et ne serait-ce que ça, même si évidemment il y a de la mise en scène, quand on le voit arriver, JR, et qu'il dit bonjour à chacun, qu'il serre la main à chacun, et ce fameux « nice to meet you », peu importe qu'il y ait de la mise en scène presque genrevière, moi en tant que psy, ce qui m'intéresse, c'est que ça fait combien de temps que quelqu'un n'a pas regardé ces personnes droit dans les yeux en leur disant voilà, je suis heureux de vous rencontrer, comment ça va? S'adresser à eux en tant que personne. Et ça peut avoir l'air un peu tarte à la crème, je suis bien d'accord. Et en même temps, c'est bizarre parce que ça a quand même l'air de fonctionner. Peut-être pas pour tout le monde non plus, hein. Évidemment, je pense qu'il y a une vision où c'est pas 100% des personnes qui ont participé au projet, c'est pas 100% des personnes qui ont participé au projet qui sont sorties, mais il y a quand même quelque chose de
moi, qui m'amène à dire, mais finalement, il y a quand même des choses qui sont pas si compliquées que ça à mettre en œuvre dans le fait de considérer une personne comme une personne. Mais ils le disent en plus, hein, de leur faire confiance. Finalement, il y a un truc qui peut fonctionner à ce moment-là. Oui. Bon, sur le point de vue de JR, on pourra peut-être y revenir après, mais je crois que c'est cette dimension-là. Bon, d'une part, je pense pas que le documentaire soit condamné à ne raconter que des trajectoires individuelles. Toute l'œuvre de Frederick Wiseman, j'en parlais hier, un grand documentariste américain, a consisté à la fois à saisir des situations extrêmement singulières et en même temps de créer le montage qui permet de saisir le fonctionnement structurel d'une institution, que ce soit la prison, l'école, la justice, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. C'est effectivement vraiment une question de point de vue. Et sur le point de vue de JR, j'ai aussi à redire. Voilà, je vais vraiment faire le bad cop ce matin, mais c'est bien, ça créera peut-être des échanges. Mais il y a aussi là-dedans la notion de projet. C'est vraiment le mot qu'il a à la bouche en permanence. Et évidemment, il y a une dimension positive dans le projet, puisque le projet, c'est la projection, c'est la possibilité d'envisager, disons, autre chose que la routine jour après jour dans laquelle on est englué en prison. Enfin, je peux l'imaginer, même si je l'ai pas vécu. Et donc, le projet crée une autre durée, une autre temporalité. En même temps, le projet, la notion de projet est quelque chose qui peut être aussi critiqué parce que du point de vue finalement de son adéquation à un certain imaginaire managérial. Le projet, c'est quelque chose qui peut se quantifier, se mesurer. C'est quelque chose pour lequel on fait des dossiers et on peut dire bon bah voilà, on a fait un projet. Faisons une comparaison. Là, tout à coup, JR arrive et il dit bonjour aux gens. Et effectivement, c'est très bien, mais pourquoi est-ce qu'on leur dit pas bonjour tout le reste de l'année? Si on fait un film sur une bibliothèque en prison, quelqu'un tombe sur Dostoïevski, tombe sur Marx, tombe sur je ne sais qui, et ça infuse, et il devient, par exemple, philosophe. Il y a Bernard Stiegler a été en prison, il a lu en prison et il est devenu philosophe après. Évidemment, ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça peut arriver. Sauf que ça, c'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est pas un projet, c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier. C'est quelque chose qui se passe comme ça, de manière presque fortuite. On pourrait dire malgré la prison, il y a quelque chose qui se passe. Mais d'une certaine manière, financer une bibliothèque, intégrer une bibliothèque ou avoir un élément structurel récurrent comme ça dans une prison, c'est moins spectaculaire et c'est moins, d'une certaine manière, commercial que d'avoir un artiste de renommée internationale qui arrive et qui communique sur les réseaux sociaux et qui tout à coup rend cette prison en tout cas donne une image à cette prison. Et c'est pour ça aussi qu'on peut se dire que le gouverneur de Californie, s'il donne son accord aussi facilement, c'est aussi que c'est quelque chose de valorisable aussi pour lui politiquement d'une certaine manière. Voilà, c'est un projet. Et en même temps, un projet, alors ça peut avoir des conséquences, évidemment. Ça semble-t-il des conséquences de long terme pour un certain nombre de gens, mais ça reste quand même quelque chose de très ponctuel et qui ne modifie pas le fonctionnement de la prison en tant que telle. Alors, évidemment, je ne demande pas à JR de réformer la prison et le système pénitentiaire américain. Mais c'est simplement que on peut faire un pas de côté et se dire, bon, ok, on nous a raconté une belle histoire, mais ça reste quand même une belle histoire. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a intéressée, je ne sais pas si ça vous a parlé, par rapport à ce jeune néo-nazi. Il y a un moment, moi, j'ai pas vraiment eu l'impression qu'il avait adhéré à ces idées-là. Il y avait quelque chose du groupe d'appartenance, de voilà, si j'appartiens à un gang quand j'arrive en prison, ça va être un groupe d'appartenance et que ce groupe d'appartenance va me permettre de survivre. Parce qu'en gros, il y a que la violence qui existe et que, voilà, la loi du plus fort, etc., etc. Parce qu'en fait, déjà lui, bon, visiblement, il ignore aussi ses propres origines et finalement, sa culture quant au nazisme, à mon avis, ses connaissances sont assez restreintes.
Donc il y a quelque chose aussi que je trouve assez pertinent là-dedans, c'est que finalement les signes de reconnaissance ou d'appartenance sont eux-mêmes méconnus et que finalement ils les arborent, j'ai l'impression, plus pour trouver un groupe d'appartenance. La problématique, c'est la finalité de ce groupe d'appartenance, parce que finalement, c'est aussi un groupe d'appartenance quand le projet arrive avec JR, et que finalement, appartenir à ce groupe qui a mené ce projet devient là, avec un but, évidemment, socialement désirable, beaucoup plus positif. Et finalement, j'ai presque envie de dire, on voit une forme de volatilité d'appartenance des groupes. Bon, avant, il y avait le gang parce qu'ils avaient l'impression que ça allait les maintenir en vie. Là, il y a un autre groupe qui a l'air... Il y a quelque chose qui amène de la volatilité et qui amène, en plus, pour moi, quelque chose de l'ordre du lien. On voit bien qu'il y a assez peu de liens, finalement, de liens prégnants. Évidemment, tu as raison. Pourquoi est-ce que personne leur dit bonjour tous les jours? Ça, on est intimement convaincus tous. Je pense qu'il n'y a pas de... Voilà. Et en même temps, on voit bien qu'il manque cruellement de relations. Cette mère qui dit que finalement, ça faisait 6 ans qu'elle n'avait pas rendu visite à son fils en prison, je crois. C'est quand même des conditions qui sont presque inhumaines. Enfin, il y a quelque chose qui doit aussi nous interpeller, parce que même si c'est mis en scène, finalement, les liens humains qui sont recréés dans ce projet, ils sont pas si grands que ça. Mais moi, j'étais presque étonnée de voir un détenu qui remonte les manches gentiment de son camarade pour pas qu'il se mette les mains dans la colle. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose... et il y a presque quelque chose d'infantile. Vous voyez, ce qui est étrange, c'est que on a des adultes et qu'on retrouve presque dans une absence de construction. Vous voyez, presque psychique adulte, où on voit par exemple, je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais on les voit regarder le drone en disant, on dirait un gamin de 4 ans qui voit un avion téléguidé pour la première fois de sa vie. Et il y a quelque chose qui est... Ça vous avez ressenti la même chose? Et je peux vous demander un truc, je vais faire la bad cop à mon tour. Est-ce que vous n'auriez pas fermé les ordi? Parce qu'en fait, moi, je vous vois peu, déjà physiquement, parce que j'ai vos écrans devant moi. Et puis, en fait, je vous sens moins avec moi quand les ordis sont... Je sens qu'il y a un truc entre vous et moi. Donc, ce serait hyper chouette, au moins le temps des échanges, vous voyez, de pouvoir être ensemble et pas vous derrière vos ordis. Je vais peut-être vous reposer une question, comme ça, on va repartir avec les cartons. Mais c'est vrai qu'avec les ordis, c'est moins chouette pour échanger. Déjà, je me demandais, globalement, est-ce que vous personnellement, ou un de vos proches, avez été concerné par, globalement, la délinquance? Vous ou un de vos proches. Votre proche, ça peut être un ami. Alors, carton rouge, si vous ou un de vos proches a été concerné par la délinquance, carton rouge. Et... c'est juste, on s'en fiche un peu de la symbolique des couleurs, carton rouge, et carton vert si personne autour de vous n'a jamais été concernée. Donc vous voyez, il y a quand même, c'est quand même une thématique qui oui, on doit être à peu près, vous n'avez pas je sais pas si je suis pas très bonne en stats, mais peut-être une petite moitié. On est quand même sur quelque chose qui nous concerne. Enfin, vous voyez, là, on est dans quelque chose d'extrême. Mais quand même, la délinquance, c'est quelque chose qui nous concerne un peu, j'ai envie de dire quasiment tous, de près ou de loin. Est-ce que, et je me demandais aussi, une question plus large. Vous, aujourd'hui, vous pouvez lever carton vert, en gros, vous êtes tous éducateurs ou presque là aujourd'hui, si je me trompe pas. Vous pouvez lever carton vert si vous êtes éducateur? Il y a quand même une majorité de cartons verts. Ok. Est-ce que vous êtes questionné sur votre lien, sur le pourquoi est-ce que vous êtes devenu éducateur? Est-ce que vous pouvez lever le carton vert si vous êtes questionné sur le pourquoi vous êtes devenu éducateur? Et est-ce que vous pensez, parce qu'en plus, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un moment, si je ne me suis pas trompée, il y a un des surveillants qui a lui-même... J'ai l'impression qu'il y en a un qui venait lui-même de la prison, qui est peut-être un ancien détenu qui est devenu... Est-ce que vous avez, parce qu'on pourrait parler aussi peut-être de désistance pour cette personne, est-ce que vous pensez que votre parcours de vie peut avoir un intérêt dans votre posture d'éducateur demain? Ouais. Ok. Oui. J'ai pas
J'ai pas compris la question. Est-ce que vous pensez que de votre parcours de vie peut avoir un intérêt dans votre posture d'éducateur? Ce qu'on appelle les savoirs expérientiels. De ce qu'on a vécu de difficile ou de plus facile. Oui. Moi, je voudrais revenir sur plusieurs choses là qu'on a parlé. Déjà, vous dites américain, c'est politique, etc. Déjà, pour moi, la première chose, désolé, mais il n'y a pas qu'aux États-Unis, c'est partout. Maintenant, tout est politique. N'importe quel sujet est politique. Donc, s'arrêter un film pour dire que c'est politique. Vous parlez. Vous adressez à moi? Oui. Je pense pas avoir dit c'est américain, c'est politique. Là, c'est un résumé assez de ce que j'ai compris, moi, c'est voilà, ça a été c'est politique parce que le maire, je sais plus quoi. Ensuite, voilà. Enfin, moi, je pars du concept où ça donne un espoir en fait. Alors ouais, même si c'est beau, c'est machin, ça finit bien, etc. Il y a beaucoup de choses qui finissent bien, mais c'est aussi pour le diffuser et faire comprendre que certaines personnes, ouais, ils peuvent y arriver, ils peuvent, etc. Tout le monde n'y arrivera pas, ça c'est sûr. C'est comme nos jeunes en fait. Moi, je suis désolé, la plupart des jeunes, ouais, ça marche pas derrière. Mais quand on en a un ou deux, on est hyper fiers, on est hyper content et ouais, on le met en valeur. Et alors, ouais, tout est beau, tout est rose. Mais je pense que ça donne un espoir et de diffuser une chose comme ça peut donner un espoir derrière. Donc voilà, je suis pas très ok avec ce qui a été dit. Je trouve que c'est au moins intéressant de dire que c'est possible. C'est de dire que c'est possible. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont parfois dans des désespoirs profonds et qui ont intégré la condamnation à perpétuité et qu'ils sont en gros des sales types et qui l'ont vraiment intégré. Donc finalement, il y a un moment, pourquoi faire quelque chose si je suis condamné comme irrécupérable, en gros. Je me demandais aussi, est-ce que vous connaissez l'histoire de Philippe Maurice, l'ancien... le dernier condamné à mort en France, carton vert, si vous connaissez l'histoire. Non, vous êtes trop fort, vous avez que des cartons rouges, c'est bien. Vous avez compris le concept du jeu. Alors, Philippe Maurice, c'est le dernier condamné à mort en France qui, en fait, a été condamné pour avoir abattu un officier de police lors d'une tentative d'évasion, avec un passé de délinquance assez important. Et en fait, en cours d'incarcération, faut le dire quand même, dans son jugement, c'était noté qu'il était irrécupérable. À l'époque, Libération avait titré un enfant condamné à mort. Et en fait, en cours d'incarcération, je vous conseille vraiment d'aller lire son bouquin, c'est De la haine à la vie. C'est vraiment un parcours un modèle de d'existence vraiment intéressant. Et en cours d'incarcération, il va reprendre un équivalent du bac, il va reprendre des études, il va faire DUG, licence, master et doctorat. Et aujourd'hui, il est devenu historien en histoire médiévale. Et vraiment, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller lire son bouquin. D'ailleurs, on voit pas mal Thierry Ardisson en ce moment, du fait de sa disparition. Il était intervenu dans une émission de Thierry Ardisson, tout le monde en parle, donc vous pouvez aller le voir en ligne, en vidéo, vous pouvez aller écouter son témoignage, c'est assez intéressant. Ouais. Pour vous répondre, il y a des moments où moi aussi, je ne suis pas un cœur de pierre, pour reprendre le titre d'hier. Il y a des moments où je trouve aussi le film émouvant, il n'y a pas de souci, et je suis très content que des gens sortent déjà d'une sorte de prison et en sortent en enlevant leur croix gammée. Donc il y a aucun souci là-dessus. Simplement, le film, bon déjà c'est un film et je suis critique de cinéma, donc j'en parle en tant que film et en tant que construction de cinéma. Le film, suggère que ce changement a quand même quelque chose, encore une fois, d'un peu miraculeux et tient pour beaucoup à l'intervention de JR. Et c'est là que la position de JR me semble très délicate, ou en tout cas elle est emboîtée, enfin il y a tout un emboîtement de position de JR qui rend le film, pour moi, assez crispant par moments. Par exemple, au début, il dit « je ». En voix off, il dit « je ». Il se présente. Bon, on se demande pourquoi finalement, et donc il montre ses œuvres. C'est un peu comme si on feuilletait son catalogue. On se demande pourquoi finalement il ne montre pas simplement la séquence en prison où il se présente aussi. Bon, mais toujours est-il qu'il se présente et ensuite il va recueillir avec, semble-t-il, une délectation quand même assez forte, tous les moments où on va dire « tu as changé ma vie ».
Il y a quand même un type qui fait un gospel et qui dit en gros Dieu est descendu sur terre et m'a touché de sa grâce. Et je dis pas que JR a fait chanter le type, évidemment, mais peut-être que en tant que réalisateur, une certaine pudeur s'imposerait. Sauf que JR est à la fois réalisateur, c'est à la fois quelqu'un qui parle à la première personne et quelqu'un qui parle à la troisième personne. À la fin, dans les cartons, il dit JR écrit des lettres. Pourquoi est-ce qu'il dit pas j'écris des lettres ou j'entretiens une correspondance avec un tel? Et donc c'est à la fois lui qui filme, lui qui se filme en train de filmer les autres, lui qui a une relation avec les gens en prison, mais qui en même temps est en train de les filmer pour les réseaux sociaux. Il y a tout un emboîtement finalement de relations qui est assez étrange et qui donne le sentiment presque... alors je doute pas de sa sincérité, mais il y a quand même... le film ressemble quand même à une énorme opération de communication pour JR, ce qui, chez moi, crée un énorme filtre à plein de moments. Mais ensuite, effectivement, la trajectoire qu'il raconte... notamment donc de Kevin, est une trajectoire voilà tout à fait positive qui donne de l'espoir, etc. Mais cet espoir me semble un peu conditionné par l'idée d'un miracle. Quelqu'un va arriver de l'extérieur et va ouvrir et va montrer la voie. Oui, non, enfin moi je trouve que voilà, après vous êtes critique, mais je trouve que ce que vous dites c'est assez dur, quoi. C'est vraiment dur. Moi, je le ressens pas comme ça par rapport à ce JR, pas du tout. De se dire qu'il se met en avant, etc. Enfin, c'est voilà, j'ai du mal à entendre ça. Et je voulais revenir sur un truc tout à l'heure aussi, quand on parle de la cage. Ça, à un moment donné, vous dites que ça, il n'y a pas de changement, je vois pas la réalité. Il dit quand même dans son témoignage que la cage, quand il est rentré dans la cage, il a changé et est devenu beaucoup plus dur, beaucoup plus violent, etc. Donc la cage montre bien que c'est pas non plus une solution et que ça aggrave peut-être plutôt qu'autre chose. Et la prison de manière générale d'ailleurs, puisque c'est à ce moment-là qu'il commence à se tatouer, à rentrer dans des logiques de gang, enfin encore plus fort. Donc la prison de manière générale semble exacerber. Je reprends la parole parce que j'ai envie de rebondir sur ce que dit Guillaume. Moi, ce qui m'a quand même marqué très très fort, c'est que ce sont les détenus qui ont les propos, j'ai envie de dire, les plus profonds sur... finalement, la photo est plus là, mais c'est le process qui compte. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui dit tout ça. Celui de la cage dit des choses très très fortes sur la déshumanisation qu'il a vécue, sur la relation... Oui, à la vie, à la société, sur le rejet de la société. Enfin, moi, je trouve qu'il l'intellectualise énormément. Tout ça, ça me paraît pas si évident. D'autant qu'on entend un surveillant dire... Qu'est-ce que j'ai dit ? D'accord. On entend un surveillant dire... en fait, ils sont très primaires. Il y en a qui ne savent être que dans leur relation de force. Je sais plus, il dit quelque chose... La prédation. La prédation, ouais, il utilise ce terme-là. Pour des gens qui, pendant... En tout cas, eux aussi, ceux qui sont là, ont participé à ça. Ils ont participé au gang, etc. dans ce niveau 4. Je me dis, pour des gens qui sont des prédateurs, il y a vraiment eu un travail très intéressant de reprise en main par eux-mêmes de leur histoire, de leur capacité à réfléchir, à exister, à redevenir des hommes. Enfin, et certes, JR est mégalo. Bon. Ok, c'est vrai, c'est un artiste qui est comme ça. Si vous connaissez son travail, c'est intéressant. Vraiment, moi, j'aime beaucoup son travail, mais il est mégalo, mais comme beaucoup d'artistes finalement. Et si ça permet de révéler ça aussi, ou de permettre à ces gens-là, à ces personnes, de nous montrer leur fraternité, leur moment de fraternité, le moment où ils dépassent la question de la race qui quand même revient tout le temps dans le film et qui a l'air d'être vraiment imprégnante. Dans ce qu'ils vivent et qui sont capables de peut-être de résilience, j'en sais rien, enfin en tout cas d'analyse de ce qu'ils vivent. Pardon, je m'arrête là. Et moi, sur la dernière chose, je reviens sur la chanson que vous dites, où il dit c'est un peu Dieu, c'est le Messie, etc. Enfin, quand on voit ce monsieur...
bah là on revient, c'est sur la culture américaine. Enfin, ce monsieur, je sais pas d'où il est, etc. Mais généralement, dans cette culture américaine, généralement chez les Noirs, dans la culture américaine noire, comme le gospel, etc., il louange beaucoup. Et peut-être qu'il a pris ce monsieur, justement, ce JR, comme justement, ouais, un messie, etc. Et il l'a chanté comme en louange, comme s'il sortait dans une église de gospel, quoi. Oui, effectivement, il dit Dieu nous a sauvés. Je voudrais faire un petit rappel quand même sur parce que quand il dit JR nous a sauvés, moi je l'ai vraiment entendu comme JR est un tuteur de résilience. Et en fait, dans les travaux sur la résilience, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, souvent à court terme, les personnes disent cette personne m'a sauvé, cette personne m'a redonné goût à la vie, cette personne a eu confiance en moi, je ne pouvais plus le décevoir. Et en même temps, dans l'évolution, dans la fluctuation du processus de résilience dans le temps, on voit qu'à un moment, quand la personne elle a réussi à se reconstruire en tant qu'adulte, capable aussi de penser, elle remet en question son tuteur de résilience. Et c'est intéressant parce qu'on voit presque une forme de crise d'ado arriver quand la personne est reconstruite, bien installée dans la vie, et elle dit, finalement, mon tuteur de résilience, il m'a sauvé, mais c'est pas non plus quelqu'un de parfait, donc les personnes s'autonomisent. Donc, je pense qu'on est aussi à une première période où, voilà, JR est vu comme, voilà, JR nous a sauvés. Bon, c'est pas lui, hein, c'est eux qui se sauvent tout seuls. Mais il y aura une évolution par la suite, ça j'en suis certaine. Ouais, c'est juste vous disiez que vous repreniez les propos du surveillant, je crois, qu'il disait que c'était dans une attitude de prédation. Et du coup, vous disiez que c'est des prédateurs et qu'ils n'en sont plus, mais c'est comme ça que le surveillant les appelle. Enfin, il dit qu'eux sont des prédateurs, mais ils sont pas rentrés en prison en étant juste des prédateurs. Donc, je suis pas sûr que ce soit la prison, le système carcéral qui est fait qu'ils puissent. Enfin, oui, quand t'es en prison, t'es tout seul, tu vois pas beaucoup de monde et du coup, ça tourne dans ta tête. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça devient tellement lourd à porter et tu deviens fou et tu penses plus vraiment. Enfin, j'ai du mal à concevoir que ça puisse être productif et que ça puisse être ça qui fait qu'on sortirait de comportements de prédation. Et voilà. Et après, moi, je sais pas si c'est partagé par d'autres personnes, mais ça m'a mis assez mal à l'aise aussi, j'avoue, tous les moments un peu de louange au réalisateur. Enfin, et ça fait un peu ça qui fait aussi un peu conte de fées. On a du mal à croire que ça puisse juste être son intervention, en plus hyper ponctuelle. Enfin, moi, il revient pas pendant 1 an et demi à cause du Covid et tout, qui fasse que les personnes peuvent entrer dans un parcours de désistance. Et il parle lui-même de miracle d'ailleurs dans le film. Et pareil, j'ai un peu de mal avec ça. Mais Oui, moi je voulais réagir aussi. J'avoue que le film m'a vraiment touchée, mais il y a 3 choses qui m'ont dérangée en fait d'emblée. C'était d'abord la première chose, c'est que le chapeau et les lunettes. Enfin, moi je suis désolée, les détenus ils s'exposent beaucoup et c'est vrai que JR, il veut garder son anonymat, mais je suis sûre qu'il y aurait eu une manière de filmer où il aurait pu garder son anonymat et quand même se dévoiler auprès des détenus. Et du coup, on voit que le dialogue, forcément, de base, il part de manière asymétrique. La deuxième chose qui m'a dérangée, c'est que je trouve que après ça, c'est assumé de sa part parce qu'on le voit beaucoup, mais quand il pointe son téléphone justement sur les détenus pour les filmer, les mettre sur les réseaux sociaux et tout. Pour moi, j'ai vu un peu une mise en abîme de voilà, t'es dans le carré de ta cellule, dans le carré de ton de l'écran de téléphone portable. C'est aussi montrer qu'une seule facette d'eux et je trouve que c'est vachement parlant aussi justement dans la scène du gospel, mais aussi quand il donne son téléphone au détenu qui est dans la voiture où voilà, il lui dit de scroller et tout ça. Je sais pas, moi c'est un peu enfermant aussi les réseaux sociaux et du coup voilà, par cet aspect-là il montre qu'un seul aspect des détenus. Et la dernière chose qui m'a beaucoup dérangée aussi, c'est, mais après ça, du coup je sais pas trop, voilà, c'est qui nettoie les lambeaux de trucs. Après, c'est quoi? Ça reste dans la cour. Voilà. C'est les détenus qui nettoient et voilà, ça m'a dérangé.
après, je suis tout à fait d'accord qu'il il documente des choses, il enregistre des paroles qui sont très fortes. Hein, il y a des choses, des témoignages qui sont très forts dans le film. Mais encore une fois, je pense que c'est pas juste un type qui chante un gospel, c'est vraiment tout un imaginaire religieux qui pèse sur le film à travers l'usage de la lumière, à travers l'usage du drone et de ces plans qui descendent du ciel, à travers tout un système de référence, la fin encore une fois dans la mer, etc. Donc il y a vraiment tout un imaginaire qui est très structurant et qui à mon avis relève un peu de l'idée du miracle. Mais il y a quand même effectivement quelque chose qui se passe, mais que le film ne peut pas saisir. Parce que justement, au contraire de Cœur de pierre, par exemple, il n'y a pas cette relation au long cours, cette relation documentaire au long cours, qui fait qu'on pourrait saisir quelque chose d'un changement plus subtil. Et d'une certaine manière, on a l'impression que quand il arrive, les gens sont déjà au clair avec leur passé, je pense. Les gens doutent de l'intérêt d'avoir une croix gammée sur la tête. Il y a déjà quelque chose qui s'est fait et que d'une certaine manière, il va peut-être accélérer à travers ce projet, effectivement, qui crée une autre communauté qui n'est plus la communauté raciale ou qui n'est plus simplement la communauté du pénitencier 4 ou de la cour 4, etc. Donc il y a un autre engagement qui se crée. Et on peut imaginer aussi que quelqu'un, s'ils voient leur famille une fois tous les 5 ou 6 ans, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui les engage dans quelque chose, encore une fois, qui les amène à se projeter, etc. Effectivement, c'est un radeau à la mer, quoi. Et il revient. Là, on peut aussi lui reconnaître ça, c'est qu'il revient. Même si, à mon avis, il revient que 3-4 jours à chaque fois, il revient quand même. Bon, donc il y a quelque chose qui se passe dans le temps qui permet d'enregistrer un changement. Mais le type qui a passé 14 ans dans cette cage, quand JR le rencontre, il a déjà changé. Enfin, le changement s'est déjà fait. Et en fait, il y a quelque chose que le dispositif là de documentaire ne peut pas saisir, qui s'est déjà produit à un autre moment et qu'il ne peut pas saisir parce qu'il est dans une autre temporalité, il est dans un autre rapport. Et moi, en tant que critique de cinéma, par rapport au documentaire, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois la relation que la caméra, que le temps du tournage va permettre de créer entre, comme je l'ai dit hier, entre ceux qui filment et ceux qui sont filmés. Ça ne veut pas dire qu'il filme pas des témoignages très forts. Mais moi, il me semble qu'il y a des limites dans le film, et donc je me permets de les pointer. Après, je conteste en rien l'émotion qu'on peut ressentir face au film. Disons que je me situe un peu ailleurs. Alors moi, je suis pas critique ciné, mais effectivement, la problématique de la temporalité dans le processus de résilience est extrêmement difficile à filmer, puisque c'est un processus au long cours qui ne peut se filmer que dans l'après-coup. On ne peut pas filmer à l'instant T quand le changement est en train de s'opérer, puisque c'est un changement, un mouvement psychique très profond que la personne, même à l'instant T, souvent n'a pas conscience. Donc c'est quasi impossible de filmer ça. On ne peut que filmer, entre guillemets, le avant et le après, avec quelque chose d'effectivement qui peut paraître caricatural. Mais on ne peut pas filmer ce qu'on appelle aussi les turning points. Ça n'est que dans l'après-coup qu'on peut évoquer avec les personnes, à votre avis, qu'est-ce qui a pu faire? Il y a quelque chose qui a changé. Et je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez dit... nous aussi, les jeunes, finalement, on n'y arrive pas tous, mais les quelques-uns qui, si je reformule un peu, les quelques-uns qu'on voit changer, ça nous porte aussi, et c'est... Voilà. Et effectivement, dans la balance, je suis d'accord que même ça vaut le coup. Et je voulais aussi vous renvoyer quelque chose, parce que vous, en fait, en tant qu'éduc, vous êtes en fait souvent dans cette période un peu de turning point ou pas, ou en amont, vous semez des graines, et souvent vous voyez pas ce qui pousse après ça. Et moi, en tant que psy, j'ai souvent les retours 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Et c'est dommage que vous les ayez pas. Parce qu'en fait, très souvent, moi, j'ai des témoignages de mes patients qui me disent... Mais vous savez pas par où j'en suis sortie, je suis passée par l'ASE, etc. Et un jour, des phrases, et cette phrase-là, je l'entends très souvent. Un jour, il y a un éducateur qui m'a dit
mais tu sais que c'est possible, que tu peux y arriver. Et je suis persuadée que l'éducateur n'a aucun souvenir d'avoir pu dire ça à cette personne 10, 20 ans plus tôt. Et la personne me dit dans l'après-coup, mais ce jour-là, c'est étrange, il y a quelqu'un qui a cru en moi, alors que moi-même, je croyais pas en moi. Mais tout ça, ça ne peut être verbalisé et conscientisé que des années après. Quand la personne a atteint aussi une maturité affective, relationnelle, psychique. Et vous n'avez pas ces témoignages-là. Et moi, je voulais vraiment vous renvoyer aujourd'hui que ce n'est pas parce que vous, aujourd'hui, vous ne voyez pas les effets des graines que vous participez à semer. Moi, je les vois des années après. Donc, je me permets aussi de vous faire ces retours-là. Il y en a beaucoup plus que ça qui s'en sortent. Malheureusement, vous ne le voyez pas. Et vraiment, et en plus, pour revenir aussi sur la désistance, les études qu'on a sociologiques sur la désistance en France, en fait, les carrières de délinquance sont des carrières extrêmement courtes. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais passé 40 ans, passé même 35 ans, finalement, il y a beaucoup moins, entre guillemets, de condamnations sur des actes de... Je parle pas de criminalité, mais sur les actes de délinquance dont on peut entendre parler énormément dans les médias, de récidives, de choses qui font la une de l'actualité. Il n'y a pas de carrière longue. Donc, ce qui est fou, c'est que c'est des choses finalement assez courtes. Donc, il faut toujours réenvisager la résilience sur le temps long, et même si à l'instant T, les choses ne se mettent pas en place, vous n'imaginez pas comment chaque parole que vous pouvez avoir aujourd'hui pourra avoir une résonance peut-être dans 5, 10 ans, 20 ans. Vous ne le savez pas. Je vous assure que c'est très très fréquent. Mais ça ne peut pas se filmer comme ça. Bonjour. Moi, j'aimerais revenir sur deux choses. Donc, le film m'a vraiment touchée. Par rapport au gospel, je dirais, je sais pas trop, on est dans une culture américaine qui est vraiment touchée par les louanges, tout ça. Et moi, je voyais ça plus comme une reconnaissance envers le réalisateur. Et je pensais aussi aux familles, en fait, qui voyaient le détenu dans cette posture-là. Donc, je trouvais ça assez intéressant qu'il ait ces propos-là, en fait, au lieu de, je sais pas, je voyais pas ça comme une gloire à JR, mais plus comme, je sais pas, de la gratitude. Ouais, voilà, et qu'il est reconnaissant envers ça, et je trouve on est un peu gêné parfois par rapport à ça en France. Enfin, c'est mon avis. Et pour la dernière scène, c'est vrai qu'il y a le côté un peu, c'est le baptême, c'est la nouvelle vie. Je voyais ça plus comme quelqu'un qui est libre de pouvoir enfin aller dans la mer après autant d'années. Enfin, je voyais plus ça comme ça. C'est tout ce que je voulais partager. Ah ouais, merci. Ouais, c'est intéressant, mais c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que de dialoguer toutes les visions, toutes les lectures différentes, parce qu'elles sont toutes complémentaires et elles sont toutes vraies. Vous voyez, c'est intéressant. Je pense aussi le pouvoir des films, de comment est-ce qu'on les entend, regarde, et ce que ça nous fait, comment ça nous transforme. Oui. Bonjour. Moi, j'ai écouté. Merci déjà d'être là. J'ai écouté depuis 15 minutes. J'ai l'impression qu'on est en train de. Moi, j'ai regardé le film, j'ai été très touché par ça. J'ai l'impression que ça fait 15 minutes, on est en train de faire tout sur JR, en fait. Et moi, je suis un peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que je pense que nous, dans notre travail éducatif, alors JR, oui, moi, perso, j'adhère pas du tout à ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, cette forme de mégalo un petit peu. Mais dans le film, s'il a pu ne serait-ce que aider une personne dans le film, en fait, je pense que c'est une bonne chose. Et moi, j'ai l'impression qu'on est en train de faire sa critique et la critique du film en tant que vraiment réalisation. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est de parler vraiment de ce que nous, ça peut nous apporter en termes de projets dans notre travail éducatif, des choses qu'on pourrait mettre en place. Et moi, j'ai l'impression là, ça c'est mon avis vraiment personnel, on est en train de s'enfermer là-dedans, de se dire, est-ce que on n'est pas trop subjectif, est-ce qu'on se donne pas trop la lumière personnellement? Ok. Eh ben, je te rejoins. On y va, je te relance la balle. Qu'est-ce que tu as repéré, toi, que tu pourrais réinvestir? Est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit, tiens, ce truc-là, est-ce que je pourrais pas m'en servir? Mais dès le début, en fait, moi, par exemple, je viens de la musique, j'étais DJ de manière professionnelle. Il y a une personne ici qui a fait un film, un court-métrage, je la connais pas, mais elle nous l'a montré il y a quelques jours, et c'était très intéressant. Ok. Et moi, typiquement, ce genre de projet, ça me parle énormément. C'est ce que je voudrais faire, monter à l'avenir. Et je me dis pas, c'est pour tirer une forme de valorisation personnelle, mais c'est pour le service des jeunes. Et même si ça demande énormément d'investissement, le but, ça n'aide qu'une seule personne. Pour moi, c'est déjà une forme de réussite en soi. Donc voilà, c'est juste le message que moi, je voulais faire passer. En fait, c'est, moi là, on devrait plus discuter de ce que le film peut nous apporter
professionnellement, aussi personnellement, et surtout au service des jeunes et de leurs familles, etc. Quoi. Et effectivement, l'art est clairement un facteur de protection extrêmement puissant par rapport à la résilience, et autant les personnes qui participent de chaque côté du projet, ça nourrit tout le monde en fait. Tu voulais intervenir ? Non. Mais effectivement, c'est... Et si on faisait un carton rouge, carton vert sur qui... Moi, c'est des questions que je me pose, parce que je ne connais pas la formation que vous avez suivie et je sais quel métier vous allez faire. Qui a, dans son projet, de se dire « je veux aller travailler à un moment donné, par choix, en quartier mineur, en prison ». Vert pour oui et rouge pour non. Vert pour oui. Un certain nombre quand même. Hein. Est-ce que quelqu'un veut témoigner sur ça ? Oui, sur vos motivations, ça effectivement serait intéressant. Motivation, au contraire, pourquoi vous ne voudriez pas y aller ? Je ne sais pas. Prendre la parole ? Levez la main plus... Oui. Excusez-moi. Moi, je pense qu'à partir du moment où dans des endroits, il y a des enfants qui ont besoin d'être protégés, il y a besoin d'éducateurs pour les soutenir et pour les accompagner. Et dans les quartiers mineurs, il y a des enfants qui ont besoin d'être soutenus et accompagnés, donc il y a besoin d'éducateurs. Un devoir. D'autres témoignages ? Ouais, Charlotte. Ah. Alors moi, au contraire, je me verrais pas du tout aller bosser dans ce type de structure parce que déjà parce qu'il y a quand même un manque de moyens assez cruel. Donc même à moins d'être dans un EPM, mais dans tout ce qui va être quartier mineur, en soi, les éducateurs, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour intervenir vraiment auprès des jeunes. Et en plus, tout est rythmé par la prison. Donc en fait, le centre pénitentiaire ou le quartier mineur peut décider du jour au lendemain que telle activité s'arrête, qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de sortie. Donc on est très contraint par ces choses-là. Et parce qu'en plus, je trouve ça difficile de concilier, d'aller travailler en fait en prison sans soutenir en fait ce système qui détruit les mineurs. En fait, j'entends bien pourquoi est-ce que c'est important pour les mineurs qu'il y ait des adultes autour d'eux qui soient bienveillants dans un cadre pareil, mais je trouve ça quand même difficile d'essayer d'aider en participant finalement à cette boucherie, quoi. Je peux te poser une question terrible. Est-ce que tu connais un endroit où les éducateurs ont les moyens suffisants ? Alors non, bien sûr, mais il y a des endroits où c'est pire que d'autres. Okay. Et il y a encore moins de moyens peut-être en détention qu'ailleurs. Il y a quelqu'un qui veut répondre là. Moi, ce que je voulais dire, parce que je suis intervenue en QM pour le coup avant la formation dans un contrat antérieur, en prison des femmes en plus. Donc voilà, c'est un contexte, que je trouve d'autant plus particulier parce que c'est quelque chose. Et en fait, je trouve que c'est important de continuer à intervenir auprès des mineurs en QM parce que c'est aussi leur montrer que le lien s'arrête pas et que en fait, c'est pas parce qu'ils ont franchi ce cap carcéral que pour autant en fait il y a pas d'aller-retour possible pour eux et qu'il y a pas de continuité possible pour eux en fait et que tout s'arrête. Et ça, je trouve que c'est important et je l'ai vu avec les mineurs qu'on a accompagnés dans ce contexte-là que c'était quelque chose d'essentiel pour eux de pas perdre ce contact avec leur éducateur PJJ en fait. Parce que c'était la chose qui les raccrochait un petit peu à certains, enfin pour certains en tout cas, à l'espoir de quelque chose encore de possible. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Ça me fait penser, une fois j'ai eu une discussion avec un grand rebelle qui s'appelle Edgar Morin. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je vous invite vraiment à aller découvrir, à l'écouter, parce que maintenant il est un peu partout aussi. Vous pouvez aussi l'écouter. Et je discutais avec lui parce que oui, je vous ai pas dit, mais en fait j'ai fait une de mes recherches sur la désistance. Alors résilience, désistance, par rapport à des jeunes. En gros, j'ai étudié le transfert de
de compétences entre la délinquance et l'insertion pro, en gros entre le trafic de shit et le comment se lancer ensuite dans l'entrepreneuriat sans avoir à passer par la case de la discrimination à l'embauche, puisqu'il n'y a pas de salariat. Et en fait, quand j'ai travaillé cette recherche, j'avais discuté avec Edgar Morin et il me disait qu'en même temps, c'était paradoxal parce que c'est pas ce que la société attend soi-disant des jeunes, et pourtant il me disait finalement quand t'es jeune et que tu te lances dans le trafic de shit, quelque part ça pourrait être vu comme une pulsion de vie, parce que finalement quand t'es dans un quartier, quand tu grandis dans un quartier et tu dis que finalement qu'il n'y a pas de travail, moi il y a pas longtemps je suis intervenue dans un collège où dans un quartier à peu près 4000 habitants, je discutais avec la CPE qui me disait, à ton avis, Manuela, on a les derniers stats sur 4000 personnes, quel pourcentage de personnes salariées? Bon, je sais pas. Et elle me disait, on est à 70, en fait, officiellement. Donc là, on n'est même plus, voyez. Et donc finalement, il y a un moment, le trafic prend tellement, ça devient l'économie ordinaire. Finalement, à ce moment-là, c'est paradoxal, mais la délinquance peut être vue comme une pulsion de vie, comme quelque chose, finalement, je vais vers le job le plus accessible, et surtout, ils le disent bien, celui lequel il n'y a pas de discrimination raciale, voire c'est l'inverse. Il y a une discrimination positive quand tu viens d'un quartier. Et finalement, à ce moment-là, si le jeune, on parlait tout à l'heure du projet, si le jeune reste sur son canapé à attendre, il est dans la loi, et en même temps, c'est pas comme ça qu'il va s'en sortir. Et en même temps, vous voyez, pour revenir sur le projet, c'est aussi l'histoire d'aller vers l'avant. Quand on arrive à se projeter dans le futur, ne serait-ce qu'à 3 jours, et ça, c'est un truc de psy quand même, c'est quand même la preuve que la personne n'est pas dans une dépression profonde. Et c'est ça aussi des fois qu'on oublie. C'est-à-dire que quand une personne arrive à mettre en place un projet, au-delà de je sais ce qui est effectivement très socialement valorisé, on peut avoir des chiffres, mais en même temps, si la personne arrive à se projeter, c'est qu'il y a encore du mouvement possible. Alors que quand une personne n'arrive plus à se projeter, vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont malheureusement touchées par la dépression, vous lui dites, ça te dit d'aller te promener cet après-midi, même le fait de se projeter à sortir l'après-midi, c'est difficile. Donc le projet est aussi un signe qu'il y a quelque chose qui fonctionne et le mouvement est possible. Moi, sur ce qu'on vient de dire, se garder ce lien, etc., en QM, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire, mais pour un projet qu'on veut mettre en place, etc., et là je rejoins ma collègue qui a pris la parole tout à l'heure, en QM c'est très difficile de pouvoir faire un projet assez conséquent, parce que justement les éducateurs, si les surveillants ou quoi que ce soit dites non, on n'a pas envie aujourd'hui, ou ça va pas se passer comme ça, etc. Vous pouvez pas. On a vraiment des blocages, quoi. Que si on veut le faire sur un autre foyer, un CEF ou un UHC ou quoi que ce soit, on n'est pas retenu par ça, parce que on est vraiment sur une équipe pluridisciplinaire. Ensemble, on peut avoir les idées ensemble. On parlait de moyens. Les moyens, oui, c'est pas les mêmes, mais l'un peut connaître tel endroit, tel partenaire, peut amener ça, pour faire un assemblage du projet. Et je pense qu'en QM, c'est très, très difficile de pouvoir le mettre en place. Justement parce qu'on a vraiment des blocages. Ok, ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Il y a une autre réaction. Il y a une autre question. Je vais continuer, mais pour moi, il faut pas non plus inverser la question. Il faut se poser avant tout la question des effets qu'a l'enfermement chez les mineurs, et pas se dire est-ce que, pour moi, en tout cas, j'ai mon avis sur le fait de faire de l'éducatif dans des lieux privatifs de liberté, c'est que ça marche moins bien. Tous les exemples montrent. La Cour des comptes a sorti il y a pas longtemps un rapport, et même on a eu le rapport interne aussi de la DPJJ, qui n'ont pas sorti totalement, mais sur le fait que en fait le taux de récidive était le plus haut dans les lieux privatifs de liberté, ou aussi dans les CEF. Et aujourd'hui, on a plus de CEF que d'hébergement classique à la PJJ. Donc les éducateurs sont obligés maintenant, même on voyait au niveau des postes qui nous étaient proposés, c'est environ 25% qui sont en CEF. Donc je pense que la question est pas est-ce qu'on s'imagine, c'est aujourd'hui il y a beaucoup de collègues qui sont obligés aussi d'y aller. Et où je voulais en venir aussi,
Ouais, non, bah pour moi c'est quand même, enfin on sait ce qui marche le mieux pour les enfants et les adolescents, et que pour moi si on continue à aller voir, et bien sûr que c'est important de continuer à aller voir les jeunes qu'on accompagne quand ils sont incarcérés, mais il faut aussi se poser la question, en fait notre souhait c'est pas ça pour eux, c'est juste que bon bah on fait avec ce qu'on nous donne, on fait avec la trajectoire qu'on leur impose, et les trajectoires politiques aussi qu'on connaît dans notre ministère, mais faut pas non plus oublier ce que provoque l'enfermement chez les mineurs, et je suis pas sûr que c'est en y allant bosser, même si on a les meilleures intentions du monde, qu'on réglera cette problématique. Il nous reste 5 minutes peut-être pour réagir, si vous voulez, et revenir à la résilience dans les parcours. Moi, j'avais une question, et peut-être pour refaire le lien avec Frères, le premier épisode qu'on a vu hier soir. Il y a un moment sur la posture de l'éducatrice avec ce jeune, elle parle d'attachement. Et je me demandais, alors carton vert, carton rouge, si ça vous est déjà arrivé d'avoir une posture ou un lien d'attachement avec un jeune qui vous a semblé fort et qui serait peut-être... Vous voyez, je ne sais pas si vous, dans vos formations, on vous parle de la juste distance, de l'attention, etc., etc. Est-ce que vous avez senti ce truc d'avoir un lien fort avec un jeune? Vous vous êtes questionné sur est-ce que je suis à bonne distance? Carton vert, si ça vous est déjà arrivé. Si ça leur est déjà arrivé de se questionner sur leur distance. Ouais, et le fait d'avoir une relation forte et de se dire est-ce que c'est pas trop? Ensuite, carton vert, carton rouge, est-ce que vous pensez que ça a eu des effets positifs, carton vert, carton rouge, des effets négatifs? Effet négatif rouge. Ouais. Ok. Il y a juste un rouge et un demi-rouge, que des verts sinon. Ça m'intéresse parce que j'aimerais bien que s'il y a quelqu'un qui a envie de réagir là-dessus, sur ces postures. Et ce sera la dernière réaction de ce matin, parce qu'après on a Frère qui nous attend. Justement, je voulais épisode 2. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de développer un lien avec un jeune que vous accompagnez extrêmement fort, qu'on pourrait qualifier d'attachement? Alors pas visée amoureuse, hein, mais d'attachement, comme l'éducatrice hier qui évoquait qu'avec le jeune à un moment on la voit les larmes aux yeux, qu'elle s'est beaucoup attachée à ce jeune, et de vous être posé la question sur cette posture, sur cette distance, si elle était ajustée ou non, ou cette proximité, si elle était ajustée ou non. Et si ça a eu des effets positifs? Et c'était, est-ce qu'ils veulent parler de cette posture? Ouais, voilà. La question, la question c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut parler de cette posture, de cette parfois difficulté de... Oui. Parce qu'il me semble qu'on vous parle de juste distance dans votre formation, de vous protéger, etc. En fait, moi, je pense que c'est... Comment on peut dire ça? On nous parle souvent justement de juste distance, etc. Mais je trouve que de ne pas accepter de se laisser toucher par les situations, c'est quelque chose qui sert pas notre travail auprès des mineurs. Ce qui veut pas dire de se laisser embarquer. Pour moi, il y a il y a une distinction qui est claire là-dessus. Mais je pense que être dans l'émotion, c'est pas quelque chose de négatif, surtout avec les mineurs qu'on accompagne, parce que c'est quand même des gamins, j'ai envie de dire, des jeunes, qui ont des parcours de vie extrêmement rudes, dans lesquels, l'apprentissage de l'expression des émotions a pas été quelque chose de toujours aisé, qu'on subit parfois des rejets assez violents aussi, de la part de leurs proches, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important justement de se laisser un peu parfois toucher, parfois peut-être légèrement embarquer, parce que on reste humain malgré tout, et moi je peux pas dire que ça m'est pas arrivé parfois émotionnellement de sentir que faut revoir un peu, parce que je crois que je me fais embarquer, mais les gamins ils ont conscience de ça en fait, et ils voient aussi l'implication qu'on y met émotionnelle derrière toute l'action éducative qu'on mène auprès d'eux, et je pense que c'est
essentiel aujourd'hui de pas voilà être sur quelque chose où on est constamment dans la froideur, dans aucune émotion qu'on laisse transparaître, parce qu'en fait le jeune le sent et ça vient pas du tout servir le lien, ça vient pas du tout servir la relation éducative et voilà, c'est hyper important et je pense en plus que c'est là qu'on peut le mettre le plus de travail en place en fait, parce que ça amène des fois des conflits dans la relation éducative, le fait de laisser place aux émotions, d'accepter de se laisser prendre, on va dire, émotionnellement par cette situation. Mais voilà, je pense que le conflit est nécessaire pour parfois faire évoluer les choses et que si on se laisse pas impliquer émotionnellement, ça marche pas. Oui, pour rebondir sur ce que dit Léa, moi je trouve que j'aime pas du tout le terme de bonne distance ou de juste distance, je préfère le terme de juste proximité, parce qu'on est dans une relation éducative, on a des humains en face de nous, on est des humains et on va forcément créer du lien avec eux. Après, effectivement, à nous, en tant qu'adultes et en tant que professionnels, de venir jauger et se rendre compte de où est cette bonne proximité. Mais la bonne distance, ça met à distance les jeunes et c'est pas notre travail. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et puis, faut pas oublier que aussi beaucoup des jeunes que vous accompagnez ont aussi vécu des traumas relationnels. Il faut que je me taise. Mais si vous aussi vous luttez contre ces traumas relationnels en étant aussi dans une forme de juste proximité, tu l'as très bien dit, et en ramenant dans la sécurité du lien.